Chers amis, eh bien, bonsoir. Toujours du bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. On va enchaîner avec la deuxième partie de l'émission. Et puis, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Nous, on la connaît sur le plateau. Mais peut-être que vous qui êtes sur le net, vous ne la connaissez pas. C'est une personne extraordinaire, vraiment intéressante. Et puis, avant de partir en vacances cet été, j'ai pu lire un livre. C'est son livre, c'est Françoise Caron et c'est le livre La famille chevillée au cœur qui est chez Première Partie. Et alors c'est un livre d'ailleurs que vous pourrez trouver dans une excellente librairie, notamment celle de Philadelphie. Je l'encourage, pourquoi ? Parce qu'il m'a fait beaucoup de bien, il m'a exhorté et en le terminant, je me disais, mais je voulais l'inviter pour parler du livre et je me disais, mais c'est trop riche là-dedans pour une petite centaine de pages, mais c'est trop riche pour le faire qu'en une seule émission. Il y a deux thématiques qui s'y dégagent, c'est la notion de famille et la notion d'handicap. Et on va commencer par la notion d'handicap, et la semaine prochaine, on aura la chance de la réentendre encore, mais sur la notion de famille. Et on va commencer, et puis j'aimerais l'accueillir sur le plateau. Alors Françoise, qui est avec nous. Bonsoir Françoise. Bonsoir Benjamin, bonsoir à toutes et à tous, heureuse d'être avec vous. Eh bien, avec plaisir. On est ravis, vraiment en tout cas de t'avoir. Je te remercie pour ce livre qui est excellent. Vraiment, je te l'ai dit en off, mais j'aime beaucoup ta plume aussi. Il y a des témoignages qui sont plus faciles à lire, plus enthousiasmants aussi. Et puis là, il y a le tout. Il y a le pack complet pour être exhorté en terminant cette centaine de pages. Et je veux vraiment te remercier d'avoir pris le temps de l'écrire. Écrire un livre, ça doit être long. Jean-Marie, toi, tu sais ce que ça veut dire. Oui, c'est du boulot. Ouais, voilà. Alors peut-être Françoise, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Voilà, es-tu célibataire ? As-tu déjà trouvé chaussures à ton pied ? Dis-nous tout. Ouais, chaussures à mon pied, enfin, petit à petit, voilà quoi. Elle s'est faite. Donc je suis mariée. Nous avons 4 enfants, 8 petits-enfants et plus de 80 enfants qui ont vécu avec nous puisque nous avons été famille d'accueil pendant presque 40 ans. Ouais. Donc un petit cœur, mais avec beaucoup de place pour tous ces gamins qui sont devenus les nôtres. Et tu es à chaque fois que je te vois, j'ai pas le privilège de te côtoyer quotidiennement parce que tu n'es pas encore en Terre Sainte, hein, tu n'es pas en Alsace. Mais quand on te voit se croiser dans des pastorales, etc., franchement, tu as un rayon de soleil. Et là, ça me donne d'autant plus envie de discuter avec toi et de commencer. Aujourd'hui, ça sera sur le handicap. J'ai intitulé cette partie de l'émission « Au-delà de mon handicap » parce que tu as toujours été une battante quand on lit ton livre. Et je voudrais que tu nous en parles un petit peu. Ça commence par une maladie dégénérative. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il en retourne ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Alors oui, c'est ce type de maladie qui vous tombe sur la tête comme ça, de façon totalement improbable. Petite fille pétillante, un peu intrépide, qualifiée d'insouciante, de maladroite, qui rentre à l'école, et puis qui interroge la maîtresse au fond. Cette maîtresse est là devant moi et elle se dit qu'il y a autre chose que la maladresse, que le côté un peu intrépide et elle interpelle mes parents en leur disant je crois quand même que Françoise aurait besoin de voir l'ophtalmo c'est vieux, hein, j'ai plus 20 ans et donc il n'y avait pas de contrôle à l'époque régulier. Donc je me retrouve comme ça chez l'ophtalmo, goutte dans les yeux, première visite chez l'ophtalmo, j'ai 5 ans. Et là, en tout cas, je ne me rappelle absolument plus de ce moment-là, mais j'ai encore ce sentiment douloureux, difficile, là, que j'arrive à ressentir en parlant. C'est celui qui traverse mes parents, qui commence à être extrêmement inquiet et je deviens d'un coup comme quelqu'un de fragile et j'entends parler de crainte, de cécité, de maladie des yeux. Et donc là, voilà, j'entre dans un monde particulier, celui de la peur suscitée par mon état chez ceux qui m'entourent. Alors, justement, avant de venir sur ça, et je trouve que c'est intéressant de parler de comment la famille l'a pris, est-ce qu'il y a un nom à cette maladie ? Est-ce que tu... On a mis beaucoup de temps à mettre un nom. On parle de rétinopathie congénitale, de maladie orpheline qui, au fond, a rongé la rétine
pendant ma croissance in vitro, et puis qui a évolué tout doucement en détruisant voilà, une partie de la rétine de l'œil droit, et puis l'œil gauche, le nerf optique atrophié, donc juste une perception lumineuse. C'est ça, c'est ça. Et alors, comment toi, du haut de tes 5 ans, tu as perçu la chose? Est-ce que tu as compris ce qui se passait? Tu nous disais que tu as ressenti par rapport à tes parents, mais est-ce que ça a été un soulagement pour toi de comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe mal et que c'était pas normal? Qu'est-ce qui s'est, au fond de toi, une petite fille de 5 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je veux dire, j'ai mis beaucoup de temps à intégrer le fait que j'étais différente des autres, parce que, étonnamment, pour moi, c'était les autres qui étaient différents. Je comprenais pas comment ils arrivaient à écrire entre les lignes, alors que moi, il fallait que je fasse des gros pâtés pour. C'est toute cette difficulté, au fond, à découvrir que ce que vous vivez, ce que vous êtes, ce qui vous arrive est différent de ce que vivent la majorité des gens. Ouais. Donc, au départ, mon seul souci et le seul sentiment qui m'anime, c'est que je deviens le sujet d'une grande tristesse chez ceux qui m'entourent. Et voilà, tu disais que tu as senti un changement. Comment il s'est traduit, ce changement, de la part de tes proches dès le moment où il y a eu un diagnostic, et puis comment tu l'as pris aussi? Comment toi tu l'as pris? J'avais l'impression que c'était moi le sujet de leur peine. Donc ça a été voilà, mes premiers pas sur un chemin où je perdais un peu confiance en moi, et alors que je me sentais aimée, choyée, une forme de surprotection m'étouffait, et l'inquiétude de mes proches me faisait perdre ma confiance, ma joie de vivre. Donc ça a été mon premier combat, au fond. Ça n'a pas été celui contre le handicap, mais contre ce que produisait ce diagnostic sur ceux qui m'entouraient, y compris d'ailleurs les enseignants à l'école, voire même mes camarades de classe. D'un coup, oui, j'étais pointée comme différente. Et ça, je trouve ça très dur, surtout pour un enfant. Pour vous qui êtes sur le plateau, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais de voir que finalement, pour elle, au fond d'elle, il n'y a rien qui se passe de différent entre avant le médecin et après le médecin, mais tout change. Tout change, et c'est l'approche des autres qui change. Et c'est vrai que dans ces maladies-là, dans ces troubles, dans ces handicaps, la gestion de la souffrance de la part de l'entourage est aussi un apprentissage. Il y a la personne qui apprend à découvrir la vie au travers de l'handicap, mais il y a ceux qui doivent l'accompagner, pour qui c'est un apprentissage. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être confronté à ça, ou vous connaissez quelqu'un là-dedans? Non, évidemment, bonjour François, c'est Nathalie. Bonjour Nathalie. Oui, le handicap, je ne connais pas, mais la différence, être différent des autres, en quelque sorte, oui. Mais je crois que c'est très culpabilisant, en fait, quand on est petit. Et on porte une culpabilité qui peut changer effectivement un tempérament. Et il faut beaucoup d'amour autour, il faut beaucoup d'assurance de personnes autour de nous pour reprendre pied. Alors, je pense que quand je vois Françoise comme ça, c'est ce qu'on voit en elle. Et en même temps, je comprends tellement la famille. Moi, je comprends la famille qui... ils peuvent difficilement le vivre autrement. Ah oui. C'est dur pour des parents. Et c'est un apprentissage de trouver le bon équilibre entre éviter la surprotection et vraiment laisser de l'autonomie à la personne. Et on va y revenir après, parce que tu as quelques petites anecdotes assez marrantes là-dessus, à ce propos. Mais pour moi, je me mets à ta place et je me dis, mais ça doit être tellement difficile à vivre, d'avoir l'impression qu'on est la cause de la tristesse, de la souffrance, de ce changement de vie, en fait, tout simplement. Il faudrait presque protéger la personne sans que personne ne le remarque, c'est difficile. Et au fond, c'est quand mes parents ont rebondi que j'ai découvert, au fond, que c'était pas moi la source de leur malheur, mais qu'il allait falloir qu'on se batte tous ensemble, et que j'allais trouver mon chemin et m'adapter un petit peu à cette différence. Donc comme quoi l'accompagnement familial, il fait la différence. Il peut faire la différence, vraiment. Il peut faire la différence. D'un côté ou de l'autre. Alors, justement, en 2002, tu as perdu totalement la vue. Tu as parlé d'une perception de la lumière, et dans ton livre, il y a un moment donné où tu nous parles d'une perte totale, en 2002, si je ne me trompe pas.
Oui, voilà, c'est-à-dire qu'on construit sa vie autour du handicap et puis on avance et on se voilà. Et puis 2002, décollement de rétine et toute cette adaptation au monde de la malvoyance, voilà, s'effondre et il y a plus de repères du tout. Et alors que je me souviens quand le chirurgien m'a dit juste après l'opération, vous savez, au fond ça n'a pas réussi, on a dû vous faire une rétinoctomie. Je suis désolée. Et là, je ravale mes larmes et je me rappelle vraiment, et je dis Seigneur, tu m'aides. Et je lui réponds avec spontanéité. Vous savez, au fond, c'est pas grave. J'étais déjà adaptée au monde de la malvoyance, donc un peu moins et plus du tout, ça va aller. Et puis au fond, ça va pas du tout, quoi. Je descends au fond du gouffre et cette peur qui quand même était là, latente, hein, depuis toute petite, de basculer dans le monde de la cécité, bien ressurgit un peu, hein, comme un monstre. Hein. Et là, je me sens terrassée. J'ai l'impression que je n'y arriverai pas et que toutes les ressources, voilà, que j'avais en moi sur le plan affectif, des amitiés, sur le plan de mon engagement, de ma foi. Tout ça, ça semble pas suffisant. Et c'est vrai qu'en le lisant, ça m'a marqué. On comprend bien que chez toi, et puis du coup forcément chez les gens qui y passent, il y a une réelle différence entre la malvoyance et être totalement aveugle. Et on comprend chez toi que tu t'es construit, tu as des petits mécanismes. Forcément, on doit trouver des petites parades, des petites solutions. Et quand on perd totalement la vue, toutes ces solutions-là, elles n'existent plus. Il faut en créer de nouvelles. Là, c'est la différence entre la pénombre, hein, certainement pour un voyant, et puis plus aucune lumière dans la chambre, pas un petit rayon de lumière. Et là, il y a vraiment quand même aussi ce sentiment que tout ce qui vous entoure vous échappe complètement. Il n'y a même plus d'ombre. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les ténèbres? Et là, c'était vraiment quelque chose pour moi de très angoissant. C'est d'un coup ce monde invisible qui oblige à mettre en éveil tous ces autres sens et puis on peut plus se raccrocher à rien. Ouais. Mais, et forcément, et on le dit souvent, mais les personnes aveugles ont des sens développés extraordinaires. Toi, tu nous entends parler, tu reconnais tout de suite notre voix, on se voit plus pendant des années, tu te rappelles, il y a une mémoire autre. Le cerveau, moi je trouve ça incroyable. La capacité d'adaptation du cerveau, elle est phénoménale. Un mécanisme extraordinaire, hein, l'être humain. Ouais. Alors, chez toi, Françoise, il y a une volonté constante, et on le ressent vraiment bien dans le livre, à surmonter, à aller au-delà de l'handicap, des fois presque à te mettre en danger. Alors, est-ce que tu aurais peut-être quelques anecdotes à nous raconter pour qu'on comprenne bien? Moi, je l'ai lu le livre, mais que les gens comprennent bien de quoi on parle. Oui, c'est-à-dire que voilà, le handicap, hein, c'est une course d'obstacles au fond, hein, et puis faut les franchir, hein, et aller de plus en plus haut, quoi, et les dépasser. Sinon, on est coincé, là, emprisonné. Donc, je crois que les moments les plus importants, certainement, ont été ceux de l'adolescence, où en plus on a vite des ailes qui poussent d'un coup, hein, et donc j'ai voulu aussi, comme les copains et comme les copines, avoir un peu d'autonomie dans mes déplacements, et donc j'ai décidé un beau matin d'avoir une mobilette. Voilà, ça semblait impossible, mais moi j'avais fait un peu de vélo, hein, dans la cour, dans le jardin, avec mes frangins. Donc pour moi, une mobilette, c'était juste un vélo qui allait un peu plus vite. Donc voilà, j'ai demandé à mes parents une mobilette. Ils m'ont dit que c'était impossible et que j'en aurais jamais. J'ai réussi à faire un petit boulot avec une copine. À l'époque, on pouvait bosser à partir de 14 ans, donc un mois dans une usine qui faisait des moules en plastique. Et où tu as pas dit que tu avais des problèmes de vue. Bien sûr que non, quoi. Alors vite, ils s'en sont aperçus au bout d'une heure. Mais j'avais une copine là bienveillante et ils n'ont pas osé me fiche dehors. Enfin voilà, c'est des histoires un peu comme ça qui paraissent rocambolesques. Mais je crois qu'il y avait aussi, voilà, il y avait ma détermination et des relations amicales toujours aussi comme ça. Pour moi, clin d'œil de l'amour de Dieu. Voilà, c'est ce que moi j'appelle dans ma petite vie des anges, des personnes envoyées et qui d'un coup vont faciliter ce qui semble impossible. Donc j'ai ma première paye. Et là, je rentre à la maison et je dis à mes parents, c'est ma paye, j'en fais ce que je veux. Et je crois qu'ils ont lâché prise et m'ont laissé acheter la mobilette, convaincus que je ne ferais pas plus que le tour du pâté de maison, quoi. Et donc, pendant 2 ans, j'ai fait de la mobilette, danger public, certainement.
Les voisins je le devaient être conseille heureux de pas l'apprendre. aujourd'hui. Et il y a eu la fois aussi où... alors, il y a plein d'anecdotes, hein, c'est pour ça que je ne veux pas toutes les raconter, mais où tu as pris la voiture alors qu'il y avait tu avais des enfants. C'est là où tu as vraiment été calmé. Voiture sans permis, sans- oui, voiture sans permis. Ouais, mais voiture sans permis, en voyant pas la route, ça reste tout aussi Oui, idyllique, alors hein. c'était mes gamins qui me disaient feu rouge, feu vert, virage bientôt. C'est complètement inconscient. Et je crois que les gens qui lisent mon livre, j'ai eu quelques coups de fil en me disant mais c'est pas possible, quoi. Mais je crois qu'au moment où je l'ai fait, j'avais besoin de relever ces défis. C'est ça. C'était quasiment une question de vie ou de mort pour moi. C'est ça. Ouais. Et on le sent bien en te lisant, c'est que si tu le fais pas, tu ne vas pas de l'avant. Si tu le fais pas, Exactement. tu t'enfermes dans quelque chose ou dans lequel on veut t'enfermer. Il y a eu ces fameux cours à apprendre à marcher avec la canne, Oui. toutes ces choses-là qui sont, et on le sent depuis que tu es petite, depuis que tu es toute petite, on sent qu'il y a vraiment ce désir d'aller au-dessus, quand tu as voulu ramener des livres, etc. On voit, moi c'est quelque chose qui m'impressionne chez toi et j'aimerais essayer de comprendre, mais d'où te vient cette volonté farouche de dépasser ça, parce que on pourrait presque se complaire dedans. Oui, laisser tomber. Ou laisser tomber. Laisser tomber. Ou tomber dans de la victimisation. On est tout à fait d'accord avec Ouais. ça. Donc, d'où Alors en vient même cette temps, volonté? je suis pas kamikaze non plus parce que du coup j'ai rendu la voiture, quoi. Et voilà, j'ai rendu la mobilette. Et on t'en est Et, reconnaissant. Merci beaucoup. Oui, parce que je crois qu'il y a un moment, voilà, je sais aussi que c'est mon histoire, c'est ma vie, et qu'il faut aussi que je compose avec. Donc il y a aussi des vrais renoncements. Et il y a ce moment où je me dis, oui, génial, quoi. J'ai testé, j'ai osé, mais n'oublie pas qui tu es, ton humanité, Ouais. et puis tes fragilités, et la mauvaise vue et cette malvoyance profonde en font partie. Alors, d'où vient? Alors, voilà, je pense qu'il y a quelque chose certainement dans mon éducation, dans ma construction, dans ce que je suis qui me pousse à relever ces défis. Et puis quand même, très très jeune, je crois que j'ai découvert quelque chose qui a transformé ma vie. C'est la foi de mes parents qui les a fait passer de cet état d'anxiété, d'angoisse terrible à mon sujet et au sujet de mon avenir, à une confiance totale en Dieu pour eux et pour moi. Et ça a été très vite, puisque avec le diagnostic, il y a eu aussi la découverte pour mes parents de l'amour de Dieu. Ouais. Et au fond, ils m'ont offert véritablement au Seigneur avec leur paquet d'inquiétudes et ça, ça m'a été transmis un peu comme une petite semence, comme une graine qui n'a pas poussé tout de suite, parce qu'au fond, moi, j'avais à en découdre avec ce Dieu qui semblait aimer tout le monde, mais qui me laissait un peu pour compte. Mais je crois que ça a contribué à ma combativité, parce que du coup, c'était presque un combat aussi avec Dieu, quoi. Tu es père, qu'est-ce que tu fais pour moi? Tu sembles pas faire grand-chose. Alors, je vais me battre et puis je vais te montrer que malgré tout ça, quoi, je vais y arriver. Et au début, c'était un petit peu ce défi, ce deal. Hein. Et donc, voilà, j'ai commencé à me battre aussi avec quelque chose comme ça de particulier dans ma relation avec ce Dieu créateur tout-puissant qui m'avait mal construit, quoi. Est-ce que Françoise, alors permets-moi de te poser cette question, mais est-ce que tu attendais une guérison? Alors, pas tout de suite. J'entendais mes parents l'attendre et parfois ça me faisait un peu rager parce que j'avais l'impression que c'était utopique et puis après j'ai été confrontée à des témoignages de guérison autour de moi. Plus qu'à des témoignages, j'ai vu une petite fille qui était venue à l'église en même temps que moi, hein, 2 familles qui amenaient leur gamine là dans un lieu de culte et on priait pour elle, pour moi. Elle avait la leucémie et elle a été guérie miraculeusement, vraiment c'était concret, manifeste, examen à l'appui et moi pas. Mais j'étais encore une petite fille, donc c'était la foi des parents. Et puis en grandissant, et notamment quand j'ai réalisé que Dieu m'aimait et que mon handicap n'était pas une preuve d'un désaveu ou d'un abandon. Donc là, j'ai mis toute ma foi et toute mon espérance en Dieu. Et bien sûr que j'ai attendu la guérison, j'ai prié pour. Ouais.
Et puis, je suis rentrée sur un chemin un peu difficile avec j'allais dire, la grande famille de l'Église, les relations avec les pasteurs et les gens qui ont prié pour moi, qui m'ont dit ouvre les yeux, tu es guéri. Et puis, ce sentiment de culpabilité, d'introspective. Est-ce que j'ai péché? Est-ce que c'est mes parents qui ont péché? Est-ce qu'il y a quelque chose dans notre vie qui va pas? Oui, voilà, plein de situations de remise en question. Mais qui m'ont pas fait douter dans la possibilité que Dieu a de guérir. Mais qui sont Françoise, et malheureusement, on a entendu ça combien de fois, des personnes en fauteuil roulant et qui s'accrochent tellement à cette guérison que je pense qu'il y a des maladresses de la part des personnes qui peuvent prier avec elles, mais aussi ce sentiment de culpabilité que je trouve incroyable. De dire, c'est moi qui ai le handicap, mais si je l'ai encore, c'est peut-être parce que j'ai une faute. Et je trouve ça, ce que tu dis là, je le retrouve dans tellement d'histoires, ça me fait vraiment de la peine de me dire, mais des gens arrivent à ce raisonnement, Jean-Marie. Comment on peut l'expliquer? Qu'est-ce que t'en penses? Mais je pense que beaucoup de... moi, j'ai vu que presque dans toutes nos églises charismatiques, je connais absolument aucune personne qui ait un handicap qui n'ait pas reçu des attestations, alors je mets des guillemets, des attestations prophétiques qu'un jour ils seront guéris. Il y a, tous. Or, ça ne correspond pas de loin à notre réalité. Et je pense que ça leur fait souvent quand même pas du bien, parce que c'est pas réel. Je crois que les gens ça part souvent d'une vraie compassion. Et les gens prient et puis en priant, ils disent Seigneur parle-nous. Et évidemment, en priant pour quelqu'un, on dit Seigneur parle-nous, ce qu'on s'attend à entendre, c'est toujours qui va être guéri. Donc, à force de se dire, on écoute, on entend, et quelqu'un croit qu'il a entendu Dieu le dire. Et parce qu'on croit toujours facilement ce qu'on espère de tout cœur. Et les gens, et du coup, ils le disent comme ça. Et après, ça crée des espoirs qui sont pas toujours suivis. Je me souviens du témoignage, juste une seconde, de Johnny Erickson, qui avait écrit plusieurs livres. Une jeune fille qui avait fait une chute en plongeant dans un truc d'eau où il y avait pas beaucoup de fond. Elle croyait qu'il y en avait beaucoup, etc. Bref, elle s'était fracturée des vertèbres cervicales. Elle était tétraplégique. Et dans ce milieu, tout le monde lui a dit qu'elle serait guérie. Et donc, pendant des années, elle a passé son temps à courir après la guérison. Et elle était très malheureuse. Et puis un jour, elle a arrêté tout ça. Elle a dit, maintenant, c'est fini. Si un jour Dieu veut me guérir, il me guérit. Mais j'arrête de prier pour ça. J'arrête tout. Et j'accepte d'être dans l'état où Dieu me met. Et elle est rentrée dans une vraie... À ce moment-là, elle était vraiment dans la paix de Dieu. C'est ça. Et dans un vrai ministère où elle a servi Dieu dans cette condition. C'est ça. Et c'est là où... Et chez toi, Françoise, on le sent bien aussi. Je pense que pour un disciple de Christ qui a un handicap, il doit arriver à un moment donné à cette... Honnêtement, je pense que toute personne qui ont ces souffrances-là passe par ce temps un peu de désert, de paix avec Dieu vis-à-vis de cet handicap-là. Et on le sent chez toi aussi, une fois que ça, j'ai envie de dire presque ce rééquilibrage se fait vis-à-vis de Dieu et de ta situation, tout à coup, on est d'autant plus une lumière par ce témoignage-là qui régresse en moi, qui diminue en moi qui est Dieu en fait. C'est ça, Françoise? Complètement. Et puis je crois qu'on découvre que la guérison, au fond, prend des formes tellement différentes d'un individu à l'autre, et on accepte au fond ce chemin qui nous permet d'être simplement en paix avec Dieu. Ouais. Et puis en tout cas, c'est ce que j'ai vraiment découvert au travers de ce parcours, c'est que rien dans les situations que je traverse, rien dans ce que je suis, y compris en tant que malvoyante, ne doit me priver d'une relation de qualité
intimité avec mon Dieu et d'une relation de qualité avec ceux et celles qui m'entourent. Voilà, c'est pas la maladie, c'est pas le handicap, c'est pas la pauvreté, c'est pas tout ça qui me privera de ma destinée au fond. Hein. Et une fois qu'on accepte ça, je crois que d'ailleurs on renonce pas à croire que Dieu peut guérir. Et j'en suis convaincue et je l'ai vu dans ma propre vie à certains moments, y compris au niveau de mes yeux, avec un moment très particulier justement après mon décollement de rétine, et j'en parle pas dans mon bouquin. Ça aurait été trop long et ça a été passager, mais vraiment un moment où j'ai eu de nouveau la capacité de revoir ce qui m'entourait. Je crois que c'était un baume sur mon cœur, comme si le Seigneur me disait, mais tu vois, je t'ai pas abandonné, et puis doucement, j'irai la lumière a rebaissé, mais j'étais apaisée et je sais que quelles que soient les difficultés de la vie, Dieu est avec nous et nous donne vraiment cette capacité d'être heureux et que le bonheur n'est pas dépendant des circonstances. C'est ça. Et puis l'autre élément que j'ai appris aussi au fil de la marche, c'est qu'au fond, on est tous des handicapés et que j'aime pas trop m'attarder sur le handicap visuel, celui qui m'atteint, parce que je crois que tout être humain, par définition, étant un être marqué par le péché et ses conséquences, vit des limites qui l'empêchent au fond toujours d'accéder à ce que les autres ont, et que c'est, voilà, je crois on a parlé de timidité au début de cette émission. Il y a aussi tous ces handicaps invisibles qui me touchent profondément et dont on parle pas, et qui pourtant doivent permettre à des hommes et des femmes et d'accepter ces réalités et en même temps de ne jamais oublier la valeur qu'ils ont aux yeux de Dieu, la valeur qu'ils ont aussi pour ceux qui les entourent, et qu'il y a quelque chose de magnifique dans cette acceptation qui donne du sens à nos vies. Tout à fait d'accord, Françoise. Moi, je trouve que c'est passionnant de voir que, et on va peut-être le sentir encore plus la semaine prochaine avec tout ce que tu vas nous partager, mais de voir que l'handicap n'est en rien un obstacle par rapport aussi à ce que Dieu veut faire en nous et au travers de nous. Et on le ressent bien encore une fois dans ton livre, mais dans ton approche en fait de la vie. Et la semaine prochaine, le titre c'est Au-delà de mon handicap, mais la semaine prochaine on va voir jusqu'à où Dieu t'a amené. Et Dieu t'a amené dans des endroits où nous-mêmes voyants, Dieu nous a pas donné accès. Et je trouve ça extrêmement enthousiasmant. Et je tiens vraiment à te remercier pour ce temps et aussi d'aborder ce sujet. Tu me l'as dit, je sais que tu aimes pas être réduite justement à l'handicap. Je pense que c'est encourageant pour ceux qui nous écoutent, et je suis d'accord avec toi de dire faut pas réduire une personne que à ça. Il y a beaucoup plus, d'où le fait que j'ai voulu accorder une deuxième émission à ce niveau-là. Alors Françoise, j'aimerais te poser une dernière question et ensuite on va te laisser, mais qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un, quel conseil tu pourrais donner à un voyant pour bien prendre en compte un non-voyant? Alors, c'est difficile, parce que il y a tellement de maladresse. Alors, je dirais que ne pas oublier que quand un sens est défaillant, il faut absolument que celui qui veut communiquer, donc en l'occurrence avec quelqu'un qui ne voit pas, il faut parler et il faut toucher. Je crois que la pire des choses, c'est de s'approcher de quelqu'un qui ne voit pas, tout doucement, à pas feutrer, et puis d'un coup lui dire « coucou, je suis là ». Voilà, moi ça me fait bondir. C'est commencer à mettre des mots, se nommer, poser la main sur l'épaule. Il faut créer la relation autrement que par le visuel. Et ça vaut après, j'allais dire, pour tout, c'est se dire que je dois créer une relation avec les mots et avec le toucher, pour qu'ensuite, une fois que la connexion est établie, eh bien, voilà, on oublie le reste et on peut aussi être attentif aux réels besoins de celui qui ne voit pas ou qui voit mal. Ne pas soi-même se mettre des obstacles là où l'autre n'en met pas. Oui, merci beaucoup Françoise, merci pour ce moment. Merci, Excellent. Françoise. Merci à vous Françoise. tous. Excellent.